tous de nous recevoir tous et de me recevoir. Regardez dans les yeux de votre voisin. Eh ben là, il se cache peut-être une personne qui a voté FN. J'espère que cette personne a honte. Ok. C'est facile. Mais comme on ne peut pas raisonner avec ces gens, peut-être que la honte marchera, j'en sais rien. Je suppose. Mais je suppose. Et puis à la fin, on a des résultats. Bon. Donc moi, quand je parle, je suis un diesel, il me faut un ampli à lampe. Pour ceux qui sont musiciens, il me faut 5-10 minutes pour chauffer, donc on va voir là. J'ai aucune idée de savoir si ce speech est véritablement intéressant, je le pense, sinon je ne l'aurais pas fait, mais j'ai l'impression de bidouiller un truc simple. Mais en même temps, quand je bidouille un truc simple, c'est là où c'est essentiel. Donc ce que je dis là, ce que je vais vous dire là dans les 45 minutes, c'est ce que j'aurais dit ou ce que je dis au coach avec qui je bosse quand je bossais. Ok, donc on résout. La disparition, pardon. La disparition, c'est juste le titre, je l'ai piqué au truc de Pérec que vous connaissez probablement. Je ne vous vois pas en fait avec la lumière, mais bon, c'est pas grave. Et la disparition, vous savez, c'est un petit roman où il n'utilise pas la lettre E, et naturellement, on pense qu'à la lettre E. Donc, l'objet de cette séquence, hier, Rachel, elle vous a présenté sa déflexion, sa façon de récupérer l'agilité. Là, moi, je vous offre un autre chemin. Les deux se valent, les deux sont bien. On ne va pas parler d'agilité. Et naturellement, comme on ne va pas parler d'agilité, tout le monde va peut-être penser qu'à ça et peut-être qu'on va se mettre à le faire. C'est un peu l'idée, quoi. Okay. Donc d'abord, on crève tout de suite une question. Est-ce que vraiment l'agilité est morte? Non. De toute façon, je pense que les gens ici pensent ça. Comment est-ce qu'on répond à ça? Enfin, qu'est-ce que moi je réponds? Tout ce que je dis, c'est moi qui le pense. Et après, vous en faites ce que vous voulez. L'agilité, c'est quoi? C'est une façon de répondre à ce fameux monde complexe, VUCA, pour être performant et productif pour les entreprises quand même. Il ne faut pas oublier que ça vient de la Silicon Valley et qui veulent vendre et qui veulent avoir des clients. Donc après ça, on peut se poser ces questions-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, quand on me demande l'agilité est-elle morte, ou pire, quand les boîtes nous disent c'est bon, moi je suis agile, qu'est-ce que c'est quoi la suite? Il n'y a pas de... Enfin, il me semble qu'on a toujours besoin de l'agilité en tant que réponse organisationnelle, puisqu'on vit toujours un peu dans ce monde VUCA, si vous voulez, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et c'est la meilleure façon de répondre à ce monde-là en tant que quelqu'un qui produit quelque chose. Donc ça peut être une ONG, comme ça peut être une entreprise. Après, dans le monde qui arrive, là, c'est le petit symbole des 9 limites planétaires. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir 9 limites planétaires sur Wikipédia. Naturellement, les choses vont beaucoup changer, donc peut-être que ce qu'on appelle, j'espère que, plutôt. Aujourd'hui, l'agilité, ça nourrit beaucoup le capitalisme, c'est très compatible. Okay, peut-être que demain, sans changer, l'agilité peut nourrir beaucoup les éco-villages qui vont se créer, etc., etc. Donc peut-être que la notion de productivité ou de performance va se déplacer sur autre chose, on espère même, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas être agile. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de se dire l'agilité est morte? Parce qu'on a quand même 3 grandes familles d'embrouilleurs, pas forcément méchants, volontaires ou involontaires. Moi, il y a ce que j'appelle les mimes. Quand on apprend, vous savez, on vous a dû vous parler de Chouari, quand on apprend, l'apprentissage, on passe par une phase de je regarde le mentor, je regarde le maître et je refais son geste, je mime. On apprend apprentissage par le mime. C'est un passage obligatoire. Le problème, c'est qu'on a tellement de mimes en ce moment, on a tellement de gens qui font un peu ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Il y a des études qui montrent que dans le management, le problème, c'est que les pratiques qui sont récupérées sont les pratiques que l'on voit, que les gens voient. Ah tiens, t'as vu ce qu'ils ont fait, eux? Et en fait, le cœur de la pratique, ils ne le voient pas. Et donc, on ne fait que reproduire des choses superficielles qui n'ont aucun sens. Et on est complètement, nous, actuellement, submergés par les mimes, qui ne sont pas forcément des gens mauvais, des gens avec une mauvaise intention, ni mauvais, d'ailleurs, dans leur pratique. Ils sont mauvais dans leur pratique dans le sens où c'est moi qui bip, non, qui ne sont que superficiels. Et on ne sait plus, aujourd'hui, pour quelqu'un qui commence l'agilité, c'est très très difficile d'aller trouver la bonne source parce qu'on est complètement submergé par de la superficialité qui n'a pas de fond. Ce que j'espère faire pendant ces 45 minutes, c'est vous donner des pistes pour attraper le fond. Bon, on a aussi détritus, les politiciens. Quand vous regardez les cycles de vie que l'on décrit des entreprises, chez Mintzberg par exemple, il est un peu daté Mintzberg, mais c'est toujours très intéressant pour ce qui est pré-agilité.
Le cycle final d'une entreprise, avant sa mort, c'est la politique interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est devenu le plus important, ce n'est pas à quoi sert mon produit, est-ce qu'il rend service, est-ce qu'il trouve son public, est-ce qu'il se vend? C'est est-ce que si je fais ce projet, je vais prendre la place de tel monsieur, est-ce que je ne vais pas être embêté dans mon plan de carrière-ci? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous voyez, toutes les questions sont tournées vers l'interne. Et on a beaucoup de gens qui se mettent à faire de l'agilité parce qu'il faut en faire, sinon on va leur dire des choses. S'ils ne le font pas, ils vont avoir un souci, mais qui ne mettent absolument rien en œuvre. Et la grande majorité des grandes organisations sont au niveau du stade politique et n'en ont rien à foutre de l'agilité. Et on se retrouve qu'avec des politiciens qui font semblant. Et aujourd'hui, si on ne fait pas semblant de faire de l'agilité, on est has-been. C'est pour ça qu'ils commencent à nous dire, bon, c'est bon, l'agile c'est fait, c'est quoi la suite? Ça les gratte quand même un peu. Et le troisième, c'est tous les gens qui profitent de ça, tous les gens qui vous vendent des certifications, tous les gens qui vous balancent plein de petits coachs agiles, de PO, etc., et qui se nourrissent sur la bête. Donc on a quand même un vrai problème, on est complètement submergé par ces trois typologies de personnes qui veulent du bien ou du mal, mais bon. Et on a beaucoup de mal à lire l'agilité. Je vais aller vite là-dessus parce que ma dernière fois que j'ai fait c'est la deuxième fois que je l'ai fait, je me suis trop attardé au début. Les grandes corporations, elles sont vieilles, elles sont grosses, donc elles ont mécanisé le travail et elles sont dans une phase politique. Ce n'est pas un endroit où on va habituellement, sauf surprise, s'épanouir sur le plan agile. Ou alors vous allez trouver des départements qui sont en risque et qui ont besoin de casser des règles qui justement sortent de l'aspect politique. Les startups, c'est pareil, les startups en fait, ce n'est pas un endroit où on s'épanouit habituellement dans l'agilité parce qu'elles sont très en mode à l'arrache. Elles veulent pas entendre, elles ont l'impression que c'est trop tôt pour elles, à tort, de se poser des vraies questions organisationnelles. Et ce n'est pas un endroit où habituellement on réussit à s'épanouir quand on fait de l'organisation agile. Je vous dis ça juste pour essayer de tresser un tableau au début. Donc si vous cherchez un endroit, je me suis dit, tiens, mais où est-ce qu'on cherche l'agilité? En fait, on va aller prendre des entreprises ou des départements, ça peut être des bouts d'entreprises, de 100 à 400, 450 personnes, pas trop vieilles, pas encore passées dans la politique, pas encore trop mécanistes, ni un peu dans la folie de la jeunesse où ils font n'importe quoi, où tout ce qui compte pour eux, c'est de se faire racheter des fois. C'est même pas d'avoir un produit, c'est de se faire racheter. Donc, voilà, c'était mon intro. Si finalement je fais un speech court, on aura le temps de parler. Si je fais un speech long, tant pis pour vous. Je ne me rends pas compte si je vais accélérer, ralentir. Donc on ne parle plus d'agilité, c'est un peu le thème de ces 45 minutes. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette notion de on ne parle plus d'agilité, on n'a plus le droit de prononcer les mots, c'est qu'avant on était là, tout le sujet c'est agile, agile, agile. Hier, un peu le sujet c'est hier, je suis passé, j'ai discuté à une table pendant le forum ouvert et ils parlaient de train. Je ne sais pas, ils doivent être là certains. Ouais, il parlait de train. Et toute la conversation était autour du train. Et les équipes, on ne sait pas pourquoi il y a ces 10 équipes dans le train. Et c'est normal, on parle du train. C'est quoi ce train? Ça veut rien dire. Enfin, c'est juste le terme factice. Et ça fout en l'air. C'est un peu le truc de Camus. Si vous nommez pas bien les choses, je vais y venir là beaucoup. Si on nomme pas bien les choses, voilà, on parle du train. Donc on n'a aucune chance que la conversation, elle avance. On n'a aucune chance que la conversation, elle amène sur les bonnes choses. Donc, si tout d'un coup, on ne parle plus d'agile, là, vous vous demandez tous si vous êtes coach agile ou coach pro, mais oubliez, vous n'avez plus le droit d'être coach agile, vous êtes quoi? Et puis derrière coach agile, il y a ceux qui aiment être dans les équipes, il y a ceux qui aiment faire de la stratégie, il y a ceux qui aiment parler aux dirigeants, il y a ceux qui aiment s'orienter produit, mais coach agile, et les gens viennent vous voir, ils vous disent on veut une transformation agile. Quelqu'un hier me disait, tiens, on est en train de me demander une transformation agile pour 2 ans, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, si tout d'un coup, la personne est obligée de dire ce qu'elle veut, et pas d'utiliser... C'est tout con, hein? C'est là où je vous dis que c'est un peu compliqué comme speech, c'est tout con, mais demain, je vais refaire l'exercice après. Vous ne prononcez pas le nom transformation agile, vous mettez quoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le train? Bon, le train, hier, on m'a donné comme réponse, ça commençait à être correct, enfin, ce qui me semble correct, c'était un assemblage d'équipes autour de la gestion des identités. Okay. Donc déjà, on sait, déjà, il y a une conversation plus constructive qui arrive. Donc parlez pas de train, vous foutez le truc en l'air, parlez pas d'agile, vous foutez le truc en l'air. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que c'est une transformation agile? Les gens sont emmerdés quand on leur dit, oui, mais vous le savez, c'est quoi le succès de la transformation agile? C'est qu'on soit transformé, qu'on soit agile. On est foutu avec ça.
On tombe dans la superficialité voulue ou involontairement voulue. Je vous dis, les mimes, ils ne veulent pas forcément cette superficialité. Les politiciens, ils le veulent. Ils veulent cette homéostasie qui ne bouge pas. Donc, une des premières choses que je vous recommande de faire, et qui me semble fondamentale, c'est vous dites, moi, l'agilité, je m'en fous. Quand vous arrivez dans une entreprise, qu'il y a quelqu'un qui est là depuis 20, 30 ans dans l'entreprise et qu'on vous ramène un petit jeune coach agile, tout excité, et qui vous dit « Ah, on va faire de l'agilité », le mec, il dit « Tu me fais chier. J'en ai vu passer des dizaines avant toi, tu me fais chier. » Et il a raison. Même s'il est vieux comme moi, il a raison de m'envoyer paître qui je suis pour venir voir quelqu'un qui bosse depuis 30 ans dans une entreprise et lui dire « On va faire de l'agile, un truc fumeux, quoi. » Enfin, donc la première réponse, c'est « Je me fous de l'agilité. » Ah ok, donc de quoi on parle? Je me fous de l'agilité, il n'a pas le droit de le refuser. Si vous arrivez et vous dites « Je suis la personne qui va nous basculer en agile », il a le droit de vous envoyer valdinguer. Si vous arrivez et que vous dites « Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème ?» Alors oui, là, en plus, je vous dis, on n'essaie pas de résoudre son bonheur, on n'essaie pas de... Quel est le problème que l'on essaie de résoudre? Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on a trop d'anomalies en prod. Ok, ben ça, personne ne peut éviter la conversation. Le problème, c'est que notre produit ne trouve pas son public. Personne ne peut éviter cette conversation. En entreprise, quand je suis confronté à quelqu'un et que je lui dis, et qu'on a une conversation sur le fait qu'on ne réussit pas à sortir le produit, il ne peut pas me dire non, ça ne m'intéresse pas. Il travaille dans cette entreprise. Il ne peut pas me dire non, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, il faut qu'il change d'entreprise. Mais si j'arrive, je viens le voir et je lui dis « Ah, est-ce que tu as bien fait ton Scrum ?» Là, il a le droit de m'envoyer paître. La première des choses, vous arrêtez de parler d'agilité, vous dites l'agilité. En plus, vous le faites en mode un peu systémicien, vous faites l'inverse de ce que l'on attend. Non, mais l'agilité, mais j'en m'en fous, mais complètement de l'agilité. Et là, vous allez voir, les oreilles vont s'ouvrir. Je ne sais pas si, je pense que pas mal de vous l'ont fait intuitivement, et ça change beaucoup les choses. La deuxième des choses, c'est ce que je vous proposais avec le train. Vous ne nommez pas, vous ne prenez pas les noms d'outils. Quand on vous dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du Jira ». Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est Jira? Vous demandez aux gens, qu'est-ce que c'est Jira? C'est mon gestionnaire de bugs. Ok, donc c'est là où on stocke les anomalies. Il y en a qui vont vous dire, c'est ma roadmap. Il y en a qui vont vous dire, c'est là où on stocke mes... alors, vous voyez, je pourrais dire user story ou roadmap. Déjà, je pourrais l'enlever, ça aussi. C'est là où je positionne le plan, on va dire, le plan des grandes fonctionnalités qu'on a dans le futur. Ou c'est là où on positionne les demandes fonctionnelles avec de la valeur. Rien que si je dis demande avec qui apporte de la valeur, on va se poser des questions différemment que si on appelle tout user story. Et on n'appelle pas ça Jira. Et si on se rend compte que ça fait tout, on se rend compte qu'on a un problème. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, là, les quarterly planning, les PI planning. Si vous dites que c'est le moment de synchronisation important, pas de jugement de valeur, le moment de synchronisation entre les équipes, vous abordez votre quarterly planning, je n'aime pas dire PI planning, quarterly planning différemment. Si vous dites que c'est le moment où on va gérer les dépendances entre les équipes, vous l'abordez aussi différemment. Il se passe quelque chose de différent. Là où je vous dis, ça a l'air simple, c'est précieux en fait, ce changement de vocabulaire. Et sinon, vous arrivez tous... hier, on avait une conversation sur la démo, la review. Je ne sais pas si j'ai mis un exemple là. Bon, la review, la démo, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est le moment où on montre ce qu'on a produit aux autres, ouais, voilà, et pour du feedback, par exemple. Bon, c'est tout simple, hein, mais ça va changer les conversations. Il y a des choses qu'on peut... On ne peut pas vous dire... on peut vous dire, j'ai pas envie de faire le sprint review. Ça serait dommage quand on vous dit, j'ai pas envie de donner de feedback. Ou j'ai pas envie de voir ce qui a été fini. Ou, vous voyez, la conversation, elle est complètement orientée différemment dans ce cadre-là. Donc c'est très important, à mon avis. Ça s'appelle la pyramide de Diels. C'est un gars qui a piqué un truc à Bateson, donc on pourrait l'appeler la pyramide de Bateson, on s'en fout, ça, je vous donne des noms juste au cas où. Là, je m'en sers typiquement pour... vous allez dans une entreprise et c'est quoi le sens de l'entreprise? L'entreprise, c'est ça son objectif, d'être, comment on dit, le premier fabricant d'avions. C'est de permettre aux gens de voyager vite, par exemple, je n'en sais rien. L'identité, d'où on vient, qui on est, nos valeurs, nos convictions. On croit en le droit à l'erreur ou pas, on croit en je ne sais quoi. Et puis notre capacité, on a embauché tant de coachs agiles, ou on a ouvert plein de sites de coworking, j'en sais rien.
Et puis nos comportements, tous les matins, on fait une réunion de synchronisation. Et puis l'environnement, il se trouve que voilà ce que l'on a. Donc c'est utile, moi je m'en sers en accompagnement pour regarder s'il y a une certaine cohérence. C'est pas ça dont je vais vous parler là, je vous explique juste cet outil pour pas que... On regarde, parce que souvent, typiquement dans les grosses structures qui veulent faire semblant de faire de l'agilité, leur conviction c'est il faut du contrôle, il faut de la surveillance, et puis après ils embauchent des coachs agiles et ils demandent de faire du Scrum ou autre chose. Et là il y a une dissonance, d'accord ? Et souvent on dit... le grand coaching, c'est quand on parle des convictions, de l'identité, du sens. Le petit coaching, c'est quand on parle un peu du comportement, etc. Là, probablement, je vous propose de démarrer. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous ne commencez pas avec vos grandes idées sur le bonheur. On s'en fout. On s'en fout. Ça sera un résultat. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le gars, là, le rappeur, ma fille m'a donné son nom, Drake. C'est ça ? Et je vous ai dit, le bonheur, on s'en fout. Est-ce qu'il se sent bien ? On y reviendra après. Mais ce que j'essaie de vous montrer là, dans le côté concret, de ne pas parler d'agilité. Primo, vous ne parlez pas d'agilité. Deuxièmement, vous attaquez avec du super concret. On ne doit pas pouvoir vous éviter. Ou un peu comme au début, là, on doit avoir honte si on vous dit non. Quand vous dites on a besoin de feedback pour savoir si ce que l'on produit, on n'est pas en train de dépenser de l'argent pour rien, on ne peut pas vous le refuser. Quand vous dites je veux faire une sprint review, okay, tu m'emmerdes avec ton truc là de je sais pas quoi là, ok. Quand vous dites ça serait bien que l'entreprise ait plus une culture du droit à l'erreur, c'est très bien. Mais non, regardez, ça fait 4 fois qu'on se plante là-dessus et en fait, on le découvre tard parce qu'on n'a pas le droit dans l'environnement, au niveau environnement, on se rend compte qu'on a plein d'erreurs et on va creuser, on va remonter, on va se rendre compte que c'est parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est on démarre, on ne parle pas d'agilité, on démarre par quelque chose d'extrêmement concret, qu'on ne peut pas vous refuser. Il faut que vous débrouiller pour que vous mettiez le pied dans la porte. Après, il ne faut pas se forcer à aller bosser à un endroit où ce n'est pas viable, où les gens ne veulent pas. Mais si on veut éviter tout ce brouhaha autour de l'agilité, on ramène à des choses très concrètes, on ne parle pas d'agilité. Là, il y a un dialogue qui s'instaure, normalement. Ou alors vous le voyez tout de suite. Hein. Si le dialogue ne peut pas s'instaurer dans un truc très concret comme ça, c'est qu'il n'est pas désiré ce dialogue. Donc vous arrêtez. Vous voulez professionnaliser la profession, vous voulez que le niveau monte, eh bien, il faut que vous appreniez tous à vous faire un peu mal et à démissionner beaucoup plus souvent. Donc vous mettez le pied dans la porte et vous voyez très vite la bonne réponse si c'est très concret comme conversation. Là, je m'amuse, un quiz. Toutes les réponses sont bonnes, mais moi, il y en a une que je préfère. Laquelle vous prenez ? C'est mon avis, c'est pas... Toutes les réponses sont bonnes. Vous avez votre réponse dans votre tête ? Ok. Moi, je prends la 2. Je prends la 2 parce que je peux m'accrocher dessus. Les chiffres de l'entreprise ne sont pas bons. Ok, on a un truc ultra concret. Je ne vais pas démarrer avec... le chef d'équipe est très désagréable. Ouais, non. Je vous dis, c'est vicieux comme questionnaire parce qu'un peu tout, je pourrais, mais mon favori, c'est là les chiffres. Il ne se négocie pas. En plus, tous ces managers qui n'aiment pas l'agilité, ils adorent les chiffres. Donc là, on commence par les chiffres. Et ça va très probablement nous ramener au chef d'équipe qui est très désagréable. C'est là où je veux vous rassurer. Ceux qui veulent parler de compassion, de bienveillance, tout ça, moi je m'en fous. Parce qu'en fait, on y vient après de toute manière. Pour avoir des bons résultats, entre guillemets, on va y passer. Mais on commence par quelque chose de très concret, par les chiffres. Peut-être que l'entreprise, là, celui-là, vous le prenez lequel ? Bon, vous avez choisi ? Ouais, je crois que c'est le premier. Ok, bon. Celui-là, c'est le dernier, je ne vous embête pas plus avec. Celui-là, il est vicieux, j'ai mis 2 réponses. 2 réponses d'après moi, mais c'est mon propos d'essayer de vous amener à un truc... Ah, désolé, vous n'aviez pas lu. C'est ça ? Bon. C'est mon propos d'essayer de... À la limite, les informations, si on avait une info, pourquoi pas. C'est pas simple. Essayez de vous arc-bouter sur un truc très concret. Alors, j'essaye encore de réduire, de simplifier, réduire, simplifier. Parce qu'après, on arrive un peu comme l'alchimiste. On refait, on arrive au truc essentiel. Donc, moi, j'aime beaucoup parler aux dirigeants des risques.
parce que ça, ils entendent. Le galimatier agile, ils s'en foutent. Le truc des mecs qui fument la moquette et qui font des startups en Californie, ils s'en foutent. Donc ils se foutent de beaucoup de choses. Par contre, les risques, ils s'en foutent pas. C'est pour ça qu'ils aiment Safe. Safe, ça leur donne l'impression de... Bon, on va pas parler de Safe. Donc moi, je les aborde beaucoup avec le risque. Et je réfléchis risque. L'agilité, c'est une gestion du risque. Ma définition de l'agilité, c'est une gestion du risque. On va y venir là. Donc là, c'est n'avoir rien à la fin, ne pas perdre trop de temps, trop d'énergie, avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, avoir quelque chose qui n'intéresse pas, qui n'est pas utile. Je pourrais le résumer un peu plus comme ça. Ne rien fabriquer. Donc, oui, les équipes qui se lancent, puis il n'y a rien qui sort. Les équipes qui ne délivrent pas, c'est un peu pareil, c'est pour ça que je commence à les fusionner. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et ce n'est pas utile, ce n'est pas intéressant. Il y en a un dont je ne vais pas parler, qui est un peu à part, un risque qui est que l'organisation ne survive pas, n'ait pas de résilience. On pourrait avoir cette question-là. Comment est-ce que je m'assure que quoi qu'il arrive, mon entreprise, elle survive au coup dur? Un peu à part. Ça, vous pouvez le piocher un peu. Là, finalement, on parle produit, on parle fabrication, on parle résilience. Vous pouvez le piocher dans Agile Fluency, que Claude m'avait fait connaître. Claude, c'est le papé Agile qui est là. Est-ce que vous en voyez d'autres des risques? Là, vous qui travaillez encore, non, je plaisante, je vais me remettre à travailler. Est-ce que vous en voyez d'autres des risques? Est-ce que finalement, c'est peut-être caricatural, mais normalement, ça doit englober un peu, c'était tellement large que j'ai mis que normalement, ça englobe... non? Sûr? Ouais. Les risques psychosociaux? Oui, mais là, je suis vraiment dans le format entreprise. Est-ce que l'entreprise... quel est au niveau de l'entreprise? Moi, je fais du coaching organisationnel, et il se trouve qu'il y a peut-être des risques psychosociaux sur des humains, mais c'est un problème à régler dans notre travail, mais ce n'est pas le risque de enfin, oui, ça pourrait être un risque de mise en danger de l'entreprise parce qu'elle est en train de se détruire de l'intérieur. Ok, je prends. Mais habituellement, les demandes des risques, c'est pas un risque... Ouais, bon, j'allais dire c'est pas un risque normal, ce qui est une formulation con, par définition. Autre chose? Donc si je veux le dire positivement, on veut... je suis désolé, ça a l'air tout con, mais ça permet d'organiser ma pensée en tout cas. Soit on veut délivrer régulièrement et rapidement, soit on veut que ça soit fiable, soit on veut que ça ait une valeur, un impact, une utilité. Donc, selon les typologies des organisations, vous allez ça aussi c'est très Agile Fluency dans un sens, vous allez les positionner... si je suis confronté à des boîtes dans le luxe, eux, ils veulent surtout que leurs produits soient nickel-chrome, plus dans le fiable, on va dire. Souvent, les grosses banques, les Airbus et tout ça, ils sont dominants sur le marché, ils s'en foutent d'avoir un méga impact, ils sont dominants sur le marché. Ce qu'ils veulent surtout, c'est garantir que ça délivre bien. Enfin, bon. C'est important en tant qu'accompagnant de se dire où va être la tendance, vers où il va aller. Les startups, elles veulent tout de suite un impact fort pour impacter. Et à ces trois risques, à ces trois problématiques clés, j'ajoute deux problématiques fondamentales de l'organisation du travail, du coaching d'organisation. De là, je reviens à Mintzberg. Je crois qu'il vous cite le pilote sur la Lune et la poterie. Il faut qu'on divise l'activité. Quand vous dites product manager, product owner et dev, voilà. Alors non, là, ce n'est pas un bon exemple. Voilà, vous avez besoin de découper. Alors, vous pouvez découper à la façon tayloriste, l'école bleue, l'école blanche, vous pouvez découper à la façon agile, les équipes hétérogènes. Vous avez besoin de découper quand l'entreprise devient grande, vous avez besoin de découper. Et comme vous avez besoin de découper parce que ça devient trop grand, parce qu'on ne peut pas travailler avec des groupes trop grands, vous avez besoin de coordonner. Donc, on simplifie, vous ne parlez pas d'agilité, vous êtes confronté à trois types de risques. On ne réussit pas à fabriquer, à délivrer. On n'est pas fiable, ce qu'on délivre ne marche pas bien, et on n'a pas d'impact. Et on a la problématique de comment est-ce qu'on divise On est trop nombreux, on ne peut pas travailler, voilà, là, on est tous là, on ne peut pas travailler tous ensemble, comme ça, tous ensemble tout le temps, sans un peu de division. Bon, toi, tu t'occupes de ça, il nous faut un groupe qui travaille là-dessus, que ce soit de la sociocratie, holacratie, du taylorisme ou autre, il va falloir qu'on découpe nos ensembles, parce qu'on est trop nombreux, et il va falloir qu'on pense des questions de coordination. Donc c'est avec ces choses simples, essentielles, vous ne parlez pas d'agilité,
que l'on s'approche des gens. Et après, vous avez toute votre agilité. Après, justement, on vous dit, tiens, il faut diviser le travail. En fonction de ce que l'on veut, quelles sont vos convictions, ce en quoi vous croyez, vous allez diviser le travail avec vos convictions agiles. Vous allez fabriquer les équipes avec ce que vous pensez qui devrait être de l'agilité. Et là, vous avez toute votre connaissance agile qui remonte. Mais ça vous demande d'avoir une sacrée cohérence et une sacrée compréhension de l'agilité. C'est pour ça qu'on a des soucis avec les mimes. C'est que comme il n'y a pas ce fond, c'est normal de ne pas avoir de fond quand on démarre dans un domaine ou quand on n'a jamais... ce n'est pas des questions de durée non plus. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut une expérience transformante à un moment dans son parcours d'accompagnant pour qu'il se produise un plus jamais ça. Ou ça y est, j'ai compris. J'espère que vous vivrez tous ou que vous avez tous déjà vécu une expérience transformante qui vous fait toucher que tout ce que vous aviez au niveau théorique, en fait, à des moments, ça fonctionne vraiment et on le voit très différemment, on le perçoit, on le vit, on le perçoit très différemment. Et là, vous ramenez tout votre truc agile, tout ce que vous savez sur l'agilité. Mais ce que vous savez sur l'agilité, ce n'est pas superficiel, c'est pas il faut faire un daily stand-up, ça, c'est pas un savoir, ça. Ou il ne faut pas faire un quarterly planning. Vous savez que on retombe au niveau des principes, si vous voulez. Vous savez que plus le feedback est court, moins il va vous coûter cher. Vous savez qu'on ne fera jamais tout comme c'est prévu. Donc, comment est-ce que vous découpez les équipes ? Donc, vous savez que comme on ne fera jamais tout comme c'est prévu, il faut commencer à prioriser, puisqu'on ne fera pas tout comme c'est prévu, autant prioriser par la valeur. Et donc, il faut délivrer, et si on priorise par la valeur, et si on veut vite savoir, on ne va pas faire des gros trucs, donc on va faire des petits trucs. Et si on veut faire des petits trucs priorisés par la valeur sur lesquels on peut avoir un vrai feedback, on va faire des équipes hétérogènes. Et là, vous ramenez toute votre cohérence, votre compréhension de l'agilité, sans parler d'agilité nécessairement. Et donc, il ne faut pas savoir qu'il faut faire un daily scrum. Il faut savoir qu'on a un point de synchronisation. Daily scrum, c'est toujours compliqué à expliquer. Ce n'est pas mon bon exemple. Pourquoi est-ce que le daily scrum... J'ai besoin de ne pas aller trop loin sans avoir de feedback, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, j'ai besoin de créer une dynamique d'équipe. Bon, c'est pas un bon exemple. Bon, je continue. On va voir comment je m'en sors mieux après. Donc, c'est un peu ce que j'essayais de vous dire. Risque de ne rien fabriquer. Donc, on fait des itérations courtes. On limite le travail en cours de Kanban, si vous voulez. On fait une revue régulièrement pour voir les choses finies. Ça va déclencher d'autres choses. C'est un peu juste ce que je vous disais avant. Ça va déclencher le fait on a besoin d'avoir des choses finies pour... les itérations courtes vont nous demander des choses finies pour avoir une revue, pour avoir du feedback. C'est exactement ce que je vous disais avant. Vous comprenez ? Je suis clair ? Ok. Le risque de ne pas délivrer, délivrer régulièrement. Ok, super. Mais ça nous amène des conséquences. Si on délivre régulièrement et il faut qu'on ait une intégration continue. Vous voyez, il y a un jeu de... je vais y venir après, mais il y a un jeu de... voilà le risque que l'on cherche à traiter. Voilà le problème de l'organisation que l'on cherche à traiter. Voilà ce que ça amène dans notre compréhension de l'agilité. Notre compréhension de l'agilité amène telle réponse. Et voilà les conséquences. Ah oui, donc on n'est pas sûr de délivrer. Autant s'obliger à délivrer le plus important dans les 2 semaines. Ok. Pour délivrer le plus important dans les 2 semaines, je suis obligé d'avoir une équipe hétérogène parce qu'il faut que j'ai des choses finies pour regarder si ce que je suis en train de délivrer, c'est vraiment là, ça a de la valeur ou ça n'a pas de la valeur. Ok, et là je tire un fil. Pourquoi est-ce que vous faites des tests automatisés ? Pourquoi est-ce que vous faites des itérations ? Et souvent les gens, on fait des itérations. Pourquoi est-ce que vous faites des itérations ? Voilà, par exemple, pour avoir du feedback régulièrement et savoir si c'est en train de marcher ou c'est pas en train. C'est pour ça que vous faites des itérations. Donc quand vous dites quelle est la durée de mon itération, tous les combien, est-ce qu'il faut que je fasse la revue ? Comment est-ce qu'il faut que je fasse le daily scrum ? Je vais y revenir. Est-ce que mon sprint, en tant qu'accompagnant, est-ce que mon sprint planning se passe bien ? Si je dis pas sprint planning et si je dis c'est la réunion de conversation et de synchronisation pour ce que l'on veut réussir à délivrer dans les 3 semaines ou dans les 2 semaines à venir, priorisé par valeur, on sait ce que l'on attend, on sait pourquoi on le fait, et donc ça change notre façon d'accompagner aussi.
Il y a plein de réponses qui sont résolues beaucoup plus rapidement parce qu'on a formulé les choses correctement. Quand vous formulez les choses avec des mots clés, bateaux, vides de sens, vous n'apprenez rien, vous ne faites rien apprendre et vos décisions prennent du temps et ne sont pas les bonnes. Quand vous prenez l'effort de formuler les choses correctement, d'en comprendre le sens sous-jacent, vous gagnez plein de temps dans la prise de décision et vous faites grandir tout ce qui se passe autour. Okay, en tant peut-être que le sprint planning, j'ai donné une définition, ça peut être une définition très très différente. Et l'important, c'est qu'elle soit formulée. Ça pourrait être on a 3 semaines pour faire plaisir au grand patron. Mais ça change tout. On sait ce que l'on veut. Donc, après, il manquerait le pourquoi derrière encore. Mais je pourrais le rajouter, il faudrait le chercher, j'invente là. Et ça va changer tous les rapports, toutes les conversations. On va aller beaucoup plus vite. Donc, il faut prendre cet effort de ramener de la cohérence. Pourquoi je fais des itérations ? Je ne vais pas tenter le pourquoi je fais un daily scrum. Si, pour que tout le monde sache, pour que tout le monde puisse avoir de l'autonomie et sache ce qui est en train de se passer et qu'on puisse créer une dynamique d'équipe. Okay, mais il me manque un peu les... Bon, je continue. Ça va être mon piège daily scrum pendant 30 minutes. Risque de ne pas fonctionner. On doit se dire ce qui est fonctionné. Ok, donc on fabrique, voilà, c'est des évidences, tout ça. Mise en prod régulière, tests automatisés. Vous comprenez, je vais vous ramener à pourquoi on fait les choses. Des mesures, connaître l'utilisateur, risque de ne pas être intéressant. On fait des mesures. Bon. Vous voyez, j'enfonce des portes ouvertes, mais quand hier, j'entends des gens me dire on fait des trains, on ne sait pas ce que font les autres équipes, on ne sait pas pourquoi on fait les... Du coup, on ne sait pas pourquoi on fait les revues. Ben oui, on ne sait pas pourquoi on fait les revues, parce que vous ne savez pas pourquoi les 10 équipes sont ensemble dans un train. C'est pour ça qu'on vous demande des fois des spring goals ou des objectifs dans les PI planning. Ok, mais c'est ça qu'on veut. Ah d'accord, donc on fait les équipes différemment, donc on parle différemment, donc on fait d'autres choix. Vraiment, c'est tout simple, mais il faut formuler les choses différemment. Et vous allez vous prendre des taquets dans les entreprises, tout d'un coup vous demandez le pourquoi aux dirigeants. Donc là, c'est là où il faut peut-être partir. Parce que là, c'est l'indication que vous êtes dans un environnement politique, et donc l'objectif, ce n'est pas de réussir à créer de la valeur, l'objectif, c'est la valeur dans cet environnement-là, c'est que les choses ne changent pas. L'autre terme de la phase politique de l'entreprise, c'est la balkanisation, qu'il y ait une sorte d'équilibre et que les choses ne changent pas. Bon, toujours pareil, sur la division du travail, vous avez vos contraintes, ce que vous savez de l'agilité, et puis après, vous vous organisez. Vous savez que vous allez devoir diviser le travail. Vous savez qu'au-delà de 8, une équipe ne marche pas. Vous savez qu'en dessous de 3, ce n'est pas vraiment une équipe. Vous savez qu'un groupement d'équipes de 50, c'est le maximum, parce que sinon, après, les dynamiques de groupe ne fonctionnent pas. Vous savez que vous avez besoin de vous... Plus vous vous synchronisez rapidement, plus vous allez travailler mieux, mais si vous vous synchronisez trop, ça va vous coûter trop cher. Vous savez que l'autonomie, après, vous faites votre division du travail en fonction. Bon, je passe là-dessus. Ce qui va se passer dans les conversations qui vont être importantes, c'est le risque à traiter, la réponse organisationnelle et la conséquence. Donc ne pas fabriquer, donc on fait des itérations courtes, donc on a des choses finies, donc on a besoin d'équipes hétérogènes. Ou ne pas délivrer, donc on doit toujours être en état, notre risque c'est de ne pas délivrer, donc on se met en état de délivrer tout le temps. Les entreprises qui nous disent, tous les problèmes sont les mêmes, j'ai l'impression. Hein. Après, les entreprises qui nous disent, mon produit ne touche pas son marché, ok, donc... Qu'est-ce qu'on a comme mesure? Qui c'est notre marché? Qu'est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on teste régulièrement? Est-ce qu'on fait du truc AB? On veut aller plus vite, on va être plus fiable. Rappelez-vous les grandes familles que j'ai données là, qui viennent un peu d'Agile Fluency. On veut garantir qu'on délivre avec fluidité, on veut garantir d'être fiable, on veut garantir de toucher un public. Bon. Ne pas délivrer, être toujours en état de délivrer, intégration continue, test automatisé. Souvent vous arrivez, et c'est probablement ce qu'il faut faire quand même, on veut faire des tests automatisés. Pourquoi les tests automatisés? Pourquoi vous faites des tests automatisés? Vous faites des tests automatisés parce que finalement, l'agilité, parce qu'on a besoin d'être toujours en bon état. Et comme on avance de façon incrémentale, on ne peut pas s'amuser à tout retester.
Donc, on doit faire des tests automatisés. Vous comprenez ? Donc, souvent, il faut expliquer les choses. On a des équipes hétérogènes pour avoir des choses finies, pour avoir des itérations courtes, pour éviter le risque de ne pas fabriquer. On a des tests automatisés pour avoir une intégration continue, pour être toujours en état de livrer, pour risquer de ne pas délivrer. Et l'agilité faisant qu'on veut prioriser par valeur pour limiter le risque, on est obligé d'avoir un truc toujours en bon état. Et pour avoir un truc toujours en bon état, il faut qu'il soit toujours testé, sinon ça devient la folie de tester tout le temps. C'est ce boulot de cohérence qu'il faut travailler dans le discours si on ne veut pas prononcer agile. Pourquoi on fait des tests automatisés ? On fait des tests automatisés parce que pour limiter le risque, on est obligé de livrer des petites choses très régulièrement, priorisées par valeur. Et si on livre des petites choses, ça nous permet de très vite valider et invalider nos hypothèses, donc de gagner beaucoup de temps ou d'argent si nos hypothèses ne sont pas bonnes, ou de rapidement gagner en performance productivité si nos hypothèses sont bonnes. On peut déjà les exploiter, on a beaucoup moins de méconnaissances, on a beaucoup plus de connaissances. Mais comme on a cette approche itérative, on est obligé de se sécuriser avec des tests qui sont automatisés parce que sinon, ça nous demanderait beaucoup trop de temps de tout retester à chaque fois. Donc, je suis obligé de me faire une plateforme d'intégration continue pour avoir quelque chose toujours en bon état qui me permet de lancer des tests automatisés. Sinon, je ne peux pas lancer de tests automatisés. Et si je fais des tests automatisés, c'est pour être compatible in fine avec la gestion de ce risque initial qui est je ne veux pas perdre trop de temps à découvrir que je suis en train de rien faire ou de rien fabriquer ou de fabriquer quelque chose d'inutile. C'est ce type de discours que je ne fais peut-être pas très bien là ce matin, mais qu'il faut réussir à amener aux dirigeants. Il va vous écouter. Ou, encore une fois, s'il ne vous écoute pas, vous avez un autre cas à traiter qui est... mais ça, c'est un cas de coaching, de conduite du changement vis-à-vis de la personne. Peut-être qu'elle veut vraiment, mais qu'elle est tellement enfermée dans son homéostasie, dans ses habitudes, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle doit lâcher prise sur des choses et apprendre. Il y a un boulot à faire, vous le tentez. Et sinon l'autre option, c'est, non, en fait, c'est juste des simulacres, ils font semblant, parce que l'objectif numéro 1, c'est que rien ne bouge. Donc des fois, il faut 3-4 mois. Moi, d'habitude, avec les coachs, je leur dis, 3-4 mois, vous faites. Il ne se passe rien. S'il ne se passe vraiment rien pendant 3-4 mois, vous quittez. Mais des fois, il faut attendre 2 mois pour qu'il se passe quelque chose. Vous insistez, vous expliquez, vous insistez. Mais, donc bon, voilà. Donc, arrêtez de me parler d'agilité, arrêtez de me parler de sprint planning, arrêtez de me parler de train. Demain, vous allez au boulot, vous dites plus train. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites plus transformation agile. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que veut l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Quel est l'aboutissement de cette agrégation d'équipes ? Donc demain, hier, on avait aussi une discussion, donc pareil dans ce groupe, sur l'intérêt de la review. Pour moi, l'intérêt de montrer des choses finies où on en est aux autres équipes pour récupérer du feedback. Puis ça oblige l'équipe à avoir des choses finies. Ça oblige l'équipe à se rendre compte qu'elle a une responsabilité de montrer des choses régulièrement, donc elle se met à travailler différemment. Mais selon votre contexte, si vous exprimez les choses très clairement, vous savez, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement, ou si vous n'êtes pas capable d'expliquer à un enfant de 8 ans ce que vous faites, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites, tout ça c'est très très juste, très très important. Donc si vous êtes capable de le dire, ok, ce conglomérat d'équipes, il bosse sur l'identité, mais en fait, on se rend compte que toutes les équipes travaillent sur des choses très différentes, on n'a pas la peine de faire de feedback vis-à-vis des autres équipes, ok, ben vous ne faites pas les revues, parce qu'hier la discussion c'est faut-il les faire ou pas. Je n'ai pas de réponse, je ne connais pas le contexte. Mais le formuler de façon comme ça, claire, ça va vous amener des réponses beaucoup plus rapides. Alors, il vaut mieux faire l'effort de bien le formuler, d'attaquer les choses très différemment, et après, tout se précipite, tout s'accélère dans le bon sens du terme. Moi, quand j'approche, j'ai bientôt fini, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ok. Quand j'approche une organisation, j'aime bien ma phrase d'accroche, c'est « j'ai 50% des bonnes réponses ». Alors naturellement, tout le monde me dit « donc tu as 50% des mauvaises ». Donc non, avant de parler de ça, on a 50% des bonnes réponses parce quand on est coach agile par rapport à coach pro, en ce moment j'en parle avec quelqu'un, je vais faire une petite presse à deux là, elle est coach pro cette personne, on a des convictions sur le monde, on a des convictions sur la réponse à amener à ce monde VUCA. On a des convictions sur le fait que l'autonomie nous aide,
qu'il faut poser un cadre et pas définir des processus, etc., etc., etc. Donc on a 50% des bonnes réponses. C'est ce que je vous demande d'avoir avec vous, vos 50%, mais de bien les comprendre, pas comprendre les mots-clés de Scrum, de Kanban ou de tous ces trucs-là, comprendre ce qui se cache derrière. C'est vos 50%, c'est votre vision du monde. Normalement, si vous faites de l'agilité, vous avez cette vision du monde et vous y répondez comme ça. On ne pourra pas tout faire, on priorise par valeur. Prioriser par valeur, on a besoin de le checker vis-à-vis de la réalité, on doit le délivrer pour voir effectivement si on s'est planté ou pas. Il y aura plein d'autres types de réponses. Nous, c'est nos réponses. Donc on a 50%. On a cet ensemble de choses-là. La forme que ça va prendre, c'est les autres 50%. Normalement, vous arrivez déjà équipé, mais peut-être que dans une conversation saine avec des personnes en face de vous dans une organisation, la forme va être différente. Mais vous connaissez la finalité de ce que vous recherchez dans la façon de comprendre le monde, pas la finalité de ce que veut l'entreprise. Ça, elle se débrouille. Mais c'est sa partie. Ce que le client sait, ce qu'il veut sur son entreprise. Nous, ce que nous savons et ce que nous pensons avec nos convictions, je disais la différence par rapport au coach pro, c'est qu'il arrive avec zéro. On s'amuse dans la presse que l'on fait là, où on commence la presse en disant Pablo a 50% des bonnes réponses et Elisabeth a 0%. C'est pas elle a 0% parce qu'elle arrive avec une neutralité totale. Nous, on n'a pas une neutralité totale. Nous, on a nos convictions sur le monde. C'est une différence. Et ces convictions, il faut les nourrir. C'est ça qu'il faut nourrir si vous ne voulez pas rester au niveau superficiel. Il faut nourrir cette cohérence de pourquoi on fait les choses comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer. Chacun peut le faire avec son histoire à sa façon. Hein. Moi, je le fais comme ça, vous avez vu, avec les risques, etc. Et le client, il a sa partie. Et généralement, on se retrouve toujours en commun avec des risques de ne pas délivrer, de ne pas fabriquer la bonne chose, que ça ne fonctionne pas, que ça ne soit pas utile, qu'il n'y ait pas d'impact. Et on a la problématique de la division du travail. Donc, OK, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on se découpe et comment est-ce qu'on se coordonne? Toute l'agilité à l'échelle, c'est découpe et coordination. Hein. C'est tout le problème. OK? C'est pour ça, si vous dites que c'est ça le problème, vous comprenez que les dépendances, j'ai entendu quelqu'un encore dire ça hier dans le forum, c'est classique et c'est normal. Quand on ne se dit pas que c'est ça le problème, on est content d'avoir son grand tableau de fil, j'ai entendu ça hier, je vous dis c'est un classique, sur les dépendances. Quand on sait que c'est ça le problème, on va traiter les dépendances. Quand on exprime le fait qu'il faut une coordination et une division du travail qui, nous, sur nos croyances, fait le maximum d'indépendance et d'autonomie, voilà, on va aborder les problèmes différemment. Bon, je ne sais pas si je suis encore clair. Et donc, la compassion, les risques psychosociaux, la bienveillance. Moi, je ne suis jamais commandité, c'est normal, pour attaquer ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai réalisé que plus on parlait de bonheur, plus c'était la merde. D'ailleurs, je crois qu'il y a même eu des confirmations là-dessus. Il ne faut pas attaquer avec le bonheur en tête. Le bonheur, il vient ou il ne vient pas. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Ça, à partir du moment où vous commencez à parler naturellement aux gens avec un langage simple sur leur métier, je m'en fous de l'agilité. Quel est votre problème? Notre problème, c'est qu'on a trop de bugs dans nos factures à la fin du mois. OK, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est quoi qui vous semble évident? Pablo, ce qui nous semblerait évident, c'est ça, ça et ça et ça. OK, mais ça nous pousse à 6-9 mois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les 2 mois pour voir si vos pistes sont les bonnes? Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace? Bon, c'est ça. Bon, OK, allez, on essaye ça 1 mois. OK, essayons ça 1 mois. J'ai besoin d'avoir un vrai résultat qui me permet d'avoir un jugement derrière pour savoir si on est sur le bon chemin. OK, on va essayer ça, ça prendra tel... Ouais, mais ça, bon, allez, ça sera possible. On essaye ça. Au bout d'1 mois, on a quelque chose. Bon, pas bon, j'en sais rien, mais on a quelque chose. Vous voyez, hein, je l'aborde vraiment très pragmatiquement. Qu'est-ce qui s'est bien... Alors, OK, mais alors, oui, mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ça vient naturellement. On n'a pas la peine d'attaquer avec du grand coaching sur c'est quoi votre culture, c'est quoi votre rétrospective, est-ce que vous êtes bienveillant avec les gens. Ça vient naturellement, c'est ce qui va permettre de résoudre... Ah oui, mais ils se disputent tout le temps dans l'équipe. Pourquoi ils se disputent tout le temps dans l'équipe? Parce qu'il y en a un qui dit qu'il est chef de l'autre et que l'autre ne devrait pas faire ça, et puis il y a lui qui décide du salaire des 2 autres. Bon, ça va venir naturellement. Les bonnes réponses que vous espérez au début, elles viennent plus tard naturellement, il me semble.
peux me tromper, mais dans ce que j'observe, c'est ce que j'observe. Donc pas d'inquiétude pour la rétrospective. Pardon. Oui, une dernière chose, et puis j'arrête. Donc c'est toujours pareil, un peu l'agilité morte, l'agilité pas morte, comment est-ce qu'on la récupère? Ce speech de Lucie Aubrac, il est topissime. Vous connaissez Lucie Aubrac, c'est une résistante qui est décédée il y a quelques années. Je vous donne sa réponse tout de suite. Non, la résistance n'est pas une utopie, c'est juste action après action, pas après pas, quelque chose qui se construit tout naturellement, sans qu'on y prenne garde presque, juste parce qu'on réagit normalement. Donc son histoire, c'est elle est prof d'histoire géo, Lucie Aubrac, et puis tout d'un coup, il y a la directrice de l'établissement qui dit « Bon, ben, désolé, je viens de donner ma démission. » Ah bon, mais pourquoi? Parce que je suis juive, donc j'ai plus le droit d'enseigner, d'être la directrice de l'établissement. Et là, ils disent, bon, bah alors, bah nous, bah non, on a dit non, et puis on a commencé à écrire sur des papiers pour distribuer aux parents, pourquoi non, etc. Et puis c'était les premiers journaux de la résistance. Vous voyez, et ce qu'elle explique, c'est pas à pas. Donc je veux juste finir là-dessus, parce que dans tout ce que je raconte, c'est compliqué à attraper ces choses-là pour récupérer, ou dans ce que disait Rachel hier, vous dites, des fois, n'imaginez pas une marche trop haute, c'est que des petites marches. C'est pour ça que ça vaut le coup d'écouter ce speech, ce dialogue de Lucie Aubrac. En plus, il est super moderne, elle pète de dynamique, elle est super rigolote. Vous pouvez y aller, c'est pas chiant, c'est pas Thalassa ou je sais pas quoi. Donc, un exercice que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est dans le forum ouvert, vous vous interdisez les mots bateau. Vous n'avez pas le droit de dire train, vous n'avez pas le droit de dire Scrum. Si Scrum, vous pouvez, sinon je vais me faire engueuler. Scrum, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de dire Sprint Review, ou vous avez le droit de le dire, mais vous vous obligez à dire ce qui se cache derrière. Et vous essayez de trouver de la cohérence derrière tout ça. Il y a une vraie cohérence dans cette approche agile sur, oui, j'ai essayé d'associer plein de choses. Bon, voilà. Bon, voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si j'étais trop bazar, pas bazar, vous me direz. Et le daily. Le daily. C'est compliqué le daily, je me rends compte, parce qu'il nourrit autre chose. Il nourrit un besoin de sentiment d'équipe, d'appartenance. On se sent mieux quand on travaille, quand on a un sentiment d'appartenance. Donc au moins on a une synchro tous les jours. Il nourrit le fait qu'on a le droit de se planter, parce que comme on se fait des points tous les jours, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'agilité. On dit le droit à l'erreur, mais le droit à l'erreur, il est permis parce qu'on travaille sur des petits... Comment est-ce qu'on obtient le droit à l'erreur? Quand on arrive dans une transfo agile et vous dites « Maintenant, on va faire de l'agilité », non, tout le monde serre les fesses, on ne veut pas, et c'est normal. Par contre, si on leur dit « On fait une expérimentation », le mot-clé, c'est... Je vais revenir au daily, hein, j'y arrive par le biais. Non, mais j'y arrive par là. Quand on dit expérimentation et qu'on a un vrai droit à retour en arrière, on est prêt à essayer, première chose. Deuxième chose, le fait de travailler sur des petits morceaux, ça nous permet d'être... Le droit à l'erreur n'est possible que si on travaille sur des petits morceaux. Aucun grand chef ne vous permettra d'avoir une erreur sur le programme annuel. Mais un grand chef vous permettra d'avoir une erreur sur la livraison de cette itération. Si vous l'avez 4 fois d'affilée, il y a un boulot. Hein, le but, c'est que l'erreur, le but, c'est pas d'avoir des erreurs, mais vous avez le droit de les avoir. Le but, c'est que ce ne soit pas des fautes, que ce ne soit pas volontaire et que ce ne soit pas volontairement méchant. Donc dans beaucoup d'espaces dans l'agilité, on autorise le droit à l'erreur parce qu'on travaille sur un petit morceau, et si ces petits morceaux, finalement, c'était pas ça, il n'y a pas de drame. Le daily, il y a un peu de ça. Tout le monde peut dire, j'essaye. Il y a un apprentissage de cette régularité de ce petit morceau qui fait qu'on est quand même autorisé à se planter, à râler. C'est compliqué ce daily dans mon explication, effectivement. Non, mais vous voyez, c'est plus un élément de... C'est plus un résultat qu'un traitement du risque, en fait. C'est plus, écoutez, ça serait bien qu'on se voit quand même tous les jours ou tous les 2 jours pour se dire où on en est, enfin, ou pour se partager le travail, ou finalement je pourrais t'aider là. Donc c'est plus une résultante comme la rétrospective que... D'abord, il faut qu'on travaille sur... qu'on délivre des petites choses priorisées par valeur, qui font du sens, sur lesquelles on peut avoir un regard. Ok, comment est-ce qu'on s'organise autour de ça? Donc moi, ma croyance, c'est plus la rétrospective qui est le plus important, c'est presque
La review, c'est un peu bizarre, j'aurais jamais dit ça il y a longtemps. Et parce que, ok, bon, qu'est-ce qu'on a? On commence par qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça que je vous plaçais l'environnement dans la pyramide de Diels. Ok, ben alors finalement on se donne 3 semaines, on va essayer de changer ça principalement. Mais t'en es où? Ok, donc feedback régulier, donc le moyen c'est de se faire ce point. Ça serait bien qu'on ait un point de synchro. À quand, dans toutes vos discussions sur faut-il un daily ou faut-il pas un daily, c'est la durée, la fréquence, etc. Ben, vous y répondez en toute simplicité. Je dis, simple, c'est pas simpliste. Ok, simple, c'est pas simpliste. De quoi j'ai besoin à partir de quand c'est trop long que j'ai pas de nouvelles de vous? À partir de quand le daily est trop long et il me fait chier, il me fait perdre du temps? Ouais. Hmm. Ouais, par exemple. Oui. Vous avez entendu le monsieur? Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on fait bientôt? Un élément de planification et de gestion du risque. Moi, je vais ramener un élément de synchro. Et il se peut que dans cette équipe, la synchro, ça soit ça. Mais ce que je cherchais à trouver, là où je me suis pris le mur dans le daily, c'est une réponse au risque. Alors c'est plus un moyen qui vient dans le contexte où on se trouve. Vous avez peut-être d'autres questions, c'est vrai? Non, mais apparemment, il n'y en a pas. Ah si, il y en a une là-haut. Ouais, ça a été une grande question qu'on s'est beaucoup posée pendant très longtemps. Est-ce que finalement le meilleur endroit pour faire du coaching agile, c'est pas d'aller chez les RH? Est-ce que finalement le coach agile ne remplace pas les RH? Moi, j'avais fait une presse qui s'appelait "Il faut tuer les RH". Mais j'ai une très bonne amie qui est RH, on a beaucoup parlé. Elle m'a fait ma thérapie, elle est coach pro. Donc j'ai changé d'avis. Non. C'est pareil, RH c'est comme coach agile, ça veut rien dire parce que tu as des RH qui sont très modernes et ce qu'ils adorent c'est la culture de l'entreprise. Tu as des RH qui sont moins modernes et ce qu'elles aiment c'est la paye. Et tu as des RH qui ont une appétence pour l'aspect administratif du boulot et tu as des RH qui ont une appétence pour l'aspect culture coaching du boulot. J'ai pas de réponse là-dessus, ça va dépendre des lieux. On avait fait un petit PDF, on avait fait un petit livre blanc qui s'appelait, je sais plus, bon, je sais plus. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur les RH en 2 mots? Globalement, tu intègres dans ta réflexion pas mal de choses qui touchent aussi à l'humain et l'organisation. Pour moi, les RH ont un rôle clé à l'intérieur de ça. Et donc, c'était pour savoir quelles étaient les interactions, parce que même si on intervient auprès des directeurs, il ne faut pas oublier d'intervenir aussi. Je pense que toute cette partie culture d'entreprise, on peut en discuter aussi avec les RH et je pense qu'il faut les intégrer. Souvent, on les laisse trop de côté en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir, on ne va pas discuter avec eux pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue avec eux et s'intégrer dans une démarche commune en fait. Oui, ça dépend de plein de contextes, hein. Des fois, le problème des RH qu'il y a souvent avec les coachs agiles et les RH, c'est que la signature du coach agile, elle vient d'une unité opérationnelle et les RH sont vexés parce que ça ne vient pas d'eux alors qu'il y a le terme coach dedans. Mais oui, je suis d'accord avec toi, les RH, on peut les intégrer complètement. L'après, ce que je fais la semaine prochaine avec cette coach pro, on va dire 3 choses pour du coaching d'organisation, 3 piliers, 3 dimensions. La première, c'est un changement de cadre. On change le cadre de l'entreprise, donc tout d'un coup, on demande de prioriser par la valeur et de délivrer des choses. C'est un changement de cadre. Et on crée des équipes hétérogènes. C'est un changement de cadre. Le deuxième, j'y reviens parce que je pense que c'est un truc important que l'on doit méditer, c'est une expérience transformante. Il va falloir faire vivre aux gens une expérience transformante pour que tout d'un coup, vous savez, entre la compréhension théorique et le vécu, il y a un truc très très différent. Et d'ailleurs, je pose mon interrogation à peut-on être un bon accompagnant si on n'a pas eu nous-mêmes cette transformation collective d'expérience transformante. Et le troisième, c'est oui, potentiellement, tu as de l'accompagnement de personnes qui arrivent quand c'est nécessaire pour décoincer des choses. Mais moi, j'ai rien contre les RH, c'est très bien. Maintenant. Non, je plaisante, mais
Oui, à un moment, on se posait beaucoup la question de savoir si le coach agile n'était pas le futur RH dans sa forme moderne. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Là, on retombe justement sur des mots étiquettes. La personne, je ne voudrais pas qu'on parle d'RH, je voudrais qu'on parle de la personne qui est en charge de la culture de l'entreprise. Quelle est la culture de l'entreprise? Quelle est la valeur? Alors peut-être que c'est une personne côté RH, peut-être que c'est des dirigeants, peut-être que c'est des coachs internes, externes. C'est bizarre d'avoir... En fait, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va y remonter à ces questions. Quelle entreprise on est? Quelle culture on est? Et donc, est-ce que nos actes sont en raccord? Ça, c'est vraiment la pyramide de Diels m'aide à ça, moi, dans mon quotidien. Est-ce que nos actes sont en raccord avec nos convictions et nos... Vas-y, Rachel. Pour les RH, je pense que tu peux le raccrocher à ta gestion des risques, parce que les RH, c'est pas que la culture, c'est le travail des ressources humaines, c'est de protéger l'entreprise contre les risques financiers, légaux, etc., qui sont liés aux employés. Et tout à l'heure, on parlait, il y a quelqu'un qui t'a demandé que faire des risques psychosociaux, parce que l'agilité mal faite, l'aide imposée et tout ce qu'on connaît, ça peut créer des risques psychosociaux. Et dans ce cadre-là, je pense que le dialogue avec la RH, c'est une façon d'intégrer la réduction des risques. Alors, il ne faut pas le prendre effectivement par le biais de l'agilité, etc., mais par la réduction de ces risques psychosociaux. Et je pense que ça peut tout à fait coller avec ta ça conf. peut. Ça peut. Comme moi, je suis très appelé pour de l'opérationnel, du coaching d'organisation sur le mode entrepreneur, on m'appelle pour les risques que je vais évoquer là. Pour finir, sauf s'il y a une question, je clôture en 30 secondes, de 10 secondes. Non ? C'est compliqué ce talk pour moi, parce que j'essaie de ramener un truc très simple et c'est compliqué. Donc, venez me faire des feedbacks. D'accord ? Après, tranquillement. Soyez gentils. Allez-y mollo, mais c'est compliqué ce talk, parce que pour moi, c'est l'essence même. Si on fait de la supervision ensemble, un jour, je vais ne vous ramener qu'à ça. Vous allez me dire, ah, mon sprint planning se passe mal. Quel est l'objectif du sprint? Oui, c'est un peu cucul-à-praline de dire ça. On a l'impression qu'on fait les pourquoi, mais exprime-le bien avec des mots clairs et donne-moi la cohérence qui est derrière et dis-moi les pourquoi. Et dans ce cas-là, tout est possible. Hein. Il n'y a pas de mauvaise posture d'entreprise, il n'y a pas de mauvaise demande d'entreprise, pas beaucoup. Tout est audible, tout est acceptable. Si on a réussi à bien... Enfin, je veux dire, dans les réponses amenées, hier, je vous parlais des sprint reviews, moi, ça me va qui décide, ça ne sert à rien de faire des réunions de synchronisation pour avoir du feedback, parce qu'en fait, personne ne travaille sur la même chose. Arrêtez de les faire, et vous avez bien raison, parce qu'ils évoquaient ça. Mais dans la supervision, pour que la supervision soit efficace, on va ramener ça à exprime-le clairement, sans mots bateau, sans mots chapeau. On va se poser les questions du pourquoi, on va se poser la question du cadre dans lequel on est, et la réponse, elle va couler de source. Et ça a l'air con, mais il faut faire cet effort. Merci. Venez me faire vos feedbacks.